on m'a demandé d'intervenir sur l'universalisme à l'épreuve de la gauche racialiste, en fonction notamment effectivement de pas mon dernier livre, mais mon avant-dernier livre, donc La gauche et la race, donc, qui effectivement est une réflexion notamment sur la question de la racisation des rapports sociaux, en particulier avec l'étude donc des coloniaux ou des activistes racialistes que je vais essayer de décrire, et évidemment de penser aussi l'ambivalence d'une partie de la gauche vis-à-vis de cette question raciale. Alors tout d'abord, donc, je dirais à notre collègue de passer les slides comme ça, mais pas tout de suite, je dirais pour le slide qui passe par la suite, là, qui arrive. Donc tout ce que je voulais vous dire au départ, c'est que, évidemment, 5 minutes avant la fin de mon topo, si vous pouvez me dire, parce que sinon je vais dépasser, et puis voilà. Donc, les anti-mouvements identitaristes dont je vais vous parler dans cette communication, me semble-t-il, représentent une face sombre de la globalisation au sein des sociétés multiculturelles dans laquelle nous vivons. Et donc ces anti-mouvements se déploient dans un contexte particulier, celui du développement de fortes crispations, donc, voire de fractures identitaires, et d'une atmosphère que je qualifie d'anxiogène, renforcée depuis les attentats de 2015 et de ce que les experts ont appelé la crise migratoire. Slide 2, s'il vous plaît. Donc, d'abord des fractures identitaires. Nous vivons effectivement un accroissement du processus de séparatisme social, culturel, voire ethno-racial. Et donc cette division sert les intérêts des extrémistes identitaristes et racistes. D'abord les militants d'extrême droite, notamment de Français de souche et de Génération identitaire, mais aussi les activistes racialistes du Parti des indigènes de la République et de leurs alliés des colonies. Slide 3. Ces activistes voient le monde en noir et blanc, et l'avenir de l'humanité comme un choc des civilisations et une guerre des races. Donc ces mixophobes, qu'on peut qualifier d'ethno-différentialistes, partagent la théorie du grand remplacement en Occident. Les identitaristes nationalistes et anti-cosmopolites prônent la remigration, tandis que les décoloniaux revendiquent une hétérophobie communautaire. Slide 4. Les sciences sociales décrivent pourtant les processus sociaux et psychosociaux qui conduisent à la déshumanisation productrice de toutes les violences. Ces processus produisent des formes de stigmatisation et de contre-stigmatisation sur des bases identitaires qui aboutissent à des violences meurtrières, c'est-à-dire affirmer un nous considéré comme pur ou légitimé, opposé à un eux jugé impur ou illégitime, qui peut conduire à la production d'une violence totale. 5. Le point commun des acteurs de ces processus de déshumanisation, c'est insister sur ce qui divise, c'est-à-dire la religion, le sexe, la race, etc., plutôt que sur ce qui rassemble, c'est-à-dire une commune humanité au-delà du genre, du sexe, de la classe, de la culture, de la couleur de peau, etc. 6. Ces promoteurs de division et de séparation sont des croisés de la morale, selon l'expression du célèbre sociologue Howard Baker, mais aussi des producteurs d'identités fermées, cherchant à contrôler les corps et les esprits pour faire des individus, des représentants communautaires, chargés de défendre notamment par la violence leur communauté d'appartenance et ou de référence. Dans ce contexte mixophobe, ethno-différentialiste, au sein de la nébuleuse identitariste, dans cette petite communication, ce que je vais m'intéresser plus particulièrement donc, aux minorités actives affirmant des mémoires indigènes et décoloniales qui, par réaction, conviction et stratégie, participent à la fermeture des frontières ethniques, mais aussi, on va le voir, à la division de la gauche. Et donc, ce que je souhaite montrer, c'est qu'à partir d'une posture légitime, c'est-à-dire en finir avec l'immigration comme stigmate, les identitaristes décoloniaux développent une vision raciale, raciste et anti-humaniste. D'abord, qui sont les décoloniaux? Les décoloniaux, ils forment une élite ethno-raciale. Ces acteurs s'autoproclament être les représentants des populations immigrées ou d'origine étrangère et des descendants de l'immigration postcoloniale. Ils se définissent comme des activistes racisés, c'est-à-dire des personnes originaires des pays anciennement colonisés,
qui dénonce le privilège blanc, les discriminations et le racisme structurel d'État dont ils seraient les premières victimes. On a vu qui ils étaient, que revendiquent-ils? Ils en appellent à l'auto-organisation des racisés, à la non-mixité raciale dans certaines luttes pour combattre l'ordre social et racial blanc. Ils s'opposent à l'antiracisme universaliste, qui représenterait l'expression d'une posture morale hypocrite. Et dans cette optique, les décoloniaux désignent l'État comme étant le premier producteur des rapports de domination et de racisme systémique. Estimant effectivement être victime du racisme structurel d'État, humilié et agressé par l'impérialisme et le colonialisme de l'Occident et du pouvoir blanc, dans une dynamique, j'insiste là-dessus, d'autodéfense, les décoloniaux assument une fonction de confrontation et de rupture avec les institutions républicaines qu'ils jugent co-responsables du racisme structurel. Donc face à la mécanique raciste, du nom d'un livre d'un intellectuel organique de ce mouvement, enfin de cet anti-mouvement de Thévagnan, seul un nous, celui des indigènes ex-colonisés opposé à un eux, celui des blancs ex-colonisateurs esclavagistes, peut s'opposer à des pratiques discriminatoires routinières inscrites dans les têtes et dans les corps. Alors que produisent-ils? Pour combattre la discrimination ethno-raciale des ex-colonisés, donc les décoloniaux s'inscrivent dans une logique d'auto-apartheid, c'est-à-dire, on le sait bien parce que c'était largement médiatisé, notamment par les stages de non-mixité dans différents types de luttes. Pour le slide 9. À partir d'une posture victimaire, d'une vision opposant les Noirs, les Arabes, les musulmans et plus largement les peuples du Sud aux Blancs, les identitaristes décoloniaux participent à la coproduction de la racisation des rapports sociaux, puisque pour les décoloniaux, en effet, toutes les dominations et oppressions sont interprétées en termes de race. Alors j'ai lu notamment le bouquin qui vient de sortir d'Assa Traoré et de Geoffroy de Laganerie, et donc on peut dire que ce philosophe et essayiste Geoffroy de Laganerie, qui se positionne comme un intellectuel organique des combats indigénistes, affirme qu'il y a, par exemple, le système scolaire pour les Blancs et le système pénal pour les Noirs. Et pour celui-ci, il existe même en France un système racial de persécution et d'élimination, je le cite, des Noirs et des Arabes, mis en œuvre par la police, dont la fonction est de produire une sorte de sélection raciale de la population qui sera exposée à l'appareil répressif d'État. Et dans ce cas, Geoffroy de Laganerie fait que comparer les violences policières dans les quartiers populaires à celles produites lors du mouvement social des Gilets jaunes souligne une forme d'ethnocentrisme de la bourgeoisie blanche. En effet, ce n'est pas la même chose, nous dit-il, d'être victime comme effet d'une condition ontologique et d'être victime comme une conséquence d'une action politique. Donc, la police, selon Geoffroy de Laganerie, serait donc ontologiquement raciste, puisqu'on ne peut alors pas penser les violences policières comme des violences sociales, mais comme des violences raciales. Alors, les indigénistes, ils rompent aussi, c'est le thème d'aujourd'hui, avec le modèle laïque républicain, accusé de produire du racisme et de l'islamophobie, comme l'illustrent à leurs yeux les lois sur les signes religieux visant à réprimer le port du voile islamique. Alors, je vous dis tout ça à partir bien sûr de mes lectures, mais aussi des observations que j'ai pu faire et des entretiens que j'ai pu réaliser, d'une part avec les leaders de ces mouvements, et d'autre part aux manifestations, notamment donc évidemment les marches de la dignité, auxquelles j'ai pu participer tant dans l'organisation que leur réalisation. Et donc, au cours de ces observations directes, organisées à Paris donc par les organisations décoloniales, tels que le Parti des Indigènes de la République, la Brigade anti-négrophobie, le Front uni des immigrations et des quartiers populaires, etc., ça me permet d'affirmer que les activistes décoloniaux s'inscrivent dans une perspective hyper différentialiste et anti-humaniste. Dans son livre « Les Blancs, les Juifs et nous », j'imagine que certains d'entre vous l'ont lu, la leader du Parti des Indigènes de la République, Houria Boutelja, affirme un anti-humanisme. Elle relate un souvenir d'enfance, par exemple, qui souligne que l'anti-humanisme est une socialisation familiale politico-religieuse, affirmant une différence entre les croyants et les combattants musulmans reconnus par Dieu et les mécréants associés aux impies colonialistes. En effet, pour Boutelja, le plébiscite d'une posture humaine transcommunautaire affaiblit l'identité de la communauté référence. Elle doit être réprimée pour maintenir une distinction entre le « eux » et le « nous », même si cette distinction risque d'aboutir à une forme de déshumanisation. La citation, je ne sais pas si j'ai le temps de la lire, donc je vais aller un peu plus vite. Et donc, ce que j'ai pu repérer, c'était un anti-humanisme, comme le montre cette citation, qui dit grosso modo que finalement, il s'agit véritablement d'abord d'aider les siens.
au-delà d'un anti-humanisme, il y a une haine de la France. Donc c'est le slide 11, s'il vous plaît. Les décoloniaux entretiennent un climat de ressentiment et de haine à l'encontre de la France et de la majorité de ses citoyens, essentialisés comme les bénéficiaires de, je l'ai dit tout à l'heure, d'un privilège blanc. Donc les privilégiés blancs sont responsabilisés et considérés comme les complices du maintien du processus de colonisation, puisque pour les décoloniaux, tous les blancs sont intrinsèquement et inconsciemment racistes, puisqu'ils ont intériorisé les rapports sociaux de race, construits durant l'histoire coloniale, faisant des corps non blancs des corps illégitimes pour l'ordre racial blanc. Le nous indigéniste s'incarne ainsi dans une autodéfinition raciste et victimaire, producteur d'une xénophobie anti-française. On se rappelle que le leader du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, donc Saïd Bouamama, a écrit un livre intitulé « Nique la France », où est affirmé un nous victimaire empreint de ressentiment à l'encontre de tous ceux qui ne sont pas non blancs, c'est-à-dire les Noirs, les Arabes et les musulmans. Slide 12. Il y a aussi une fascination pour la violence. Nourrissant un esprit de revanche, les indigénistes tentent de construire une néo-communauté des racisés constituée par la désignation de l'autre, le blanc privilégié qu'il s'agit d'énoncer. Les indigénistes donc prennent alors le risque de déshumaniser ce blanc privilégié et de laisser cours au retour du refoulé et à la production de violences racistes légitimées par l'autodéfense. Soit dit en passant, je lisais sur le site des indigènes qu'ils étaient en plein soutien au Black Bloc, considérant qu'effectivement leur geste relevait de l'autodéfense et d'un combat qui est légitimement celui de l'immigration postcoloniale. Et donc Houria Boutelja a su mettre un promoteur de violence, je la cite, « Je préfère cracher le morceau, je suis une criminelle, mais d'une sophistication extrême. Je n'ai pas de sang sur les mains, ce serait trop vulgaire. Aucune justice au monde ne me traînera devant les tribunaux. Mon crime, je le sous-traite. Entre mon crime et moi, il y a la bombe. Je suis détentrice du feu nucléaire. Ma bombe menace le monde des métèques et protège mes intérêts. » Et donc, pour le pire, le lascar de cité, stigmatisé, violenté par la société majoritaire et la police, est désigné comme quoi ? Comme un sujet révolutionnaire. Il s'agit de canaliser le lascar de cité pour que son virilisme bafoué, sa quête de reconnaissance et d'estime de soi, soit mobilisé par l'élite décoloniale pour renverser l'ordre établi blanc et mettre en place un autre ordre basé sur une revanche contre l'hégémonie blanche et l'idéologie de l'intégration. Il s'agit de mobiliser la masculinité dominée et régressive pour la transformer en masculinité révolutionnaire, en capacité de remettre en cause l'Occident de façon radicale. 13e slide. Il y a aussi une division de classe chez les indigénistes. Les décoloniaux qui dénoncent l'hégémonie nationale républicaine et les privilèges des bourgeois blancs oublient de souligner que leur combat, me semble-t-il, sert une autre stratégie bourgeoise, c'est-à-dire la volonté de la petite bourgeoisie ethnique, s'autoproclamant représenter les non-blancs, de produire une vision raciale, quoi qu'ils en disent, plutôt que sociale des rapports sociaux de domination, pour obtenir des places de pouvoir dans les champs médiatiques, politiques et économiques. Et donc le combat de l'antiracisme politique est d'une classe bourgeoise frustrée, me semble-t-il, issue de l'histoire coloniale. En échange de places de pouvoir pour les représentants de cette bourgeoisie ethnique autoproclamée, les identitaristes proposent la paix ou la guerre. Et donc il s'agit d'en finir avec la suprématie blanche, c'est-à-dire en finir avec l'État-nation républicain catho-laïque et blanc, et ses soutiens juifs considérés comme les dhimmis, c'est-à-dire les minorités tolérées mais dominées en terre d'islam, de la République. Et donc les identitaristes proposent un pacte social réactionnaire, assurer la reconnaissance d'une petite bourgeoisie ethnoculturelle en divisant les pauvres, essentialisés sur des bases raciales. Faisant une analogie entre la situation française et états-unienne, ça c'est très important chez eux, les identitaristes décoloniaux ne plébiscitent pas une France arc-en-ciel, universelle, mais à l'instar des États-Unis, une France des communautés et des minorités ethnico-religieuses, séparées, dépolitisées, mais incarnées par des représentants communautaires qui sont aussi une bourgeoisie ethnique et donc qui se partagent des places de pouvoir dans les champs politiques, économiques et médiatiques, je l'ai dit. Donc l'antiracisme dit politique s'inscrit dans une forme de dépolitisation, voyant dans la lutte des classes une forme de racisme en col blanc, je les cite, et dans cette optique, les décoloniaux refusent la convergence des luttes,
des différentes cibles des logiques libérales sécuritaires, préférant défendre non pas la convergence des luttes, mais des alliances circonstancielles et stratégiques d'intérêt particulier fondées sur la dénonciation d'oppressions spécifiques, négrophobie, islamophobie, judéophobie, homophobie, transphobie, etc. Et donc, critiquant le mouvement social organisé sur une base classiste, les décoloniaux affirment alors un anti-mouvement social. Donc, slide 14. Ma proposition analytique, elle est issue bien sûr de la sociologie de l'action à laquelle j'appartiens. Et en définitive, on pourrait dire que derrière la radicalité des propos des antiracistes politiques se dessine un projet de société anti-universaliste et racialiste, en rupture avec les valeurs humanistes des mouvements sociaux décrits par Alain Touraine comme des mouvements éthico-démocratiques, producteurs de processus de subjectivation, c'est-à-dire processus d'affirmation de soi comme sujet libre et créateur. Et donc les indigénistes sont des anti-sujets, c'est-à-dire alors que le sujet est associé à la lumière, enfin à la philosophie des Lumières et des droits humains, celle de l'anti-sujet renvoie à la destruction, à la violence et à la négation délibérée d'autrui, nié en tant que sujet. L'anti-sujet, c'est la façon destructrice et autodestructrice du sujet. Selon Touraine, l'anti-sujet est au plus loin de l'idée que tout être humain a le droit d'être aussi un sujet. Il va de pair avec la déshumanisation de l'autre par sa naturalisation et surtout son animalisation. Les logiques d'action donc des identitaristes, des coloniaux, on peut dire, montrent que ces acteurs incarnent des anti-mouvements. En insistant sur les antagonismes des groupes sociaux ethno-racisés plutôt que sur les capacités d'action collective de sujets porteurs de droits humains universels, les identitaristes s'inscrivent dans un mouvement de désubjectivation qui risque bien sûr d'aboutir à des formes de violence destructrices. Alain Touraine rappelle que les anti-mouvements sociaux n'ont pas d'autre objectif que la destruction de l'adversaire par la violence. Slide 15, s'il vous plaît. Et en définitive, pour les décoloniaux, la guerre coloniale n'est pas terminée. Ainsi, pour lutter contre les processus de discrimination raciste, les indigénistes et les militants décoloniaux sont dans une impasse. Ils légitiment l'existence d'un séparatisme ethnoculturel à travers l'auto-apartheid, producteur d'une relation de guerre identitaire potentielle permanente. Cette forme d'auto-apartheid sert bien sûr les arguments de l'extrême droite nationaliste qui affirme que l'accueil des migrants venus des ex-colonies ne peut aboutir qu'à des formes de séparatisme et de violence ethno-raciale. J'en terminerai par évidemment l'ambivalence de la gauche, donc c'est le slide 16. Face aux mobilisations indigénistes, une partie de la gauche est ambivalente. Alors qu'historiquement la gauche croit au progrès, à la confiance en l'être humain et place le principe d'égalité au centre de ses projets et de ses luttes, une partie de la gauche s'associe donc aux néo-réactionnaires racialistes, indigénistes et anti-humanistes. Des mouvements et des organisations progressives de gauche défilent effectivement derrière des organisations dites post-coloniales, alors que celles-ci crient des slogans au relent raciste, antisémite et séparatiste. Il me reste combien de temps ? 5 minutes. Donc, je vais aller vite, malheureusement. Donc, c'est désormais donc une gauche culturelle, bien pensante, moraliste, culpabilisatrice et bourgeoise qui a supplanté une gauche populaire et sociale. À gauche n'est donc plus l'égalité liée aux droits sociaux qui est au centre des débats et des combats collectifs, mais la reconnaissance de la différence et des particularismes associés aux droits culturels et aux revendications communautaires. Dans un article récent du journal Le Monde sur la refondation de la gauche, vous l'avez lu peut-être, j'imagine, beaucoup d'entre vous, la directrice d'études à l'EHESS, Eva Illouz, souligne que dans un contexte de conversion de la social-démocratie au social-libéralisme, le langage inclusif de la gauche sociétale s'est développé par l'intermédiaire d'une classe créative, c'est-à-dire une élite intellectuelle citadine, diplômée, relativiste, cosmopolitique et adaptée aux règles de la mondialisation. Et c'est cette classe créative qui a fait une alliance avec les minorités sexuelles, raciales, ethniques et religieuses, créant alors un gouffre culturel idéologique, avec les classes populaires directement touchées et insécurisées par cette conversion. Or, comme le souligne Eva Illouz, seul un discours qui ne pathologise pas les réactions protectionnistes et nationalistes des classes populaires, mais fait la critique du capitalisme et le manque de moyens pour assurer l'accueil des migrants dans de bonnes conditions, peut limiter les tensions sociales et culturelles liées au phénomène de l'immigration, instrumentalisées évidemment par l'extrême droite nationaliste, et aussi, cette rupture, garantir les valeurs essentielles de la gauche que sont l'antiracisme et l'internationalisme. Je terminerai donc par le dernier slide. Dans ce contexte, l'un des enjeux majeurs de la gauche authentique, c'est-à-dire une gauche soucieuse de faire vivre ses valeurs de liberté, de justice, d'égalité, de solidarité et d'humanité, est au moins de s'accorder sur un point, ce
qui est loin d'être le cas. Aucune alliance avec les organisations qui prônent des idées et mettent en œuvre des pratiques de division raciale et culturelle. Le devoir de la gauche n'est pas de soutenir des activistes fascisants, ni même de les regarder avec une certaine bienveillance, parce qu'ils autoproclament agir au nom des opprimés et des ex-colonisés, mais de démasquer toutes les nouvelles formes d'autoritarisme. À l'instar de la période du Front populaire, même si on peut dire qu'effectivement cette période a été brève et largement mythifiée, par moi aussi d'ailleurs, hein, où, dépassant leurs différences, toutes les forces de gauche se sont rassemblées pour combattre le fascisme, aujourd'hui, dans un autre contexte, il est temps que les gauches se réunissent à nouveau pour combattre les fascismes et les anti-mouvements identitaristes. Il est urgent, me semble-t-il, de faire vivre les luttes, les combats, les idéaux de la gauche face aux dominations, en pratiquant un universalisme concret, puisque, vous savez bien, il y a la critique de l'universalisme abstrait. Il faut faire donc, me semble-t-il, un universalisme concret, basé d'une part sur une action sociale et politique égalitariste, bien sûr, émancipatrice et laïque, au service d'individus citoyens libres, et d'autre part, sur une politique économique intrinsèquement redistributrice, au service de la justice sociale et d'un projet solidariste. Je vous remercie pour votre écoute. Tout d'abord, je voudrais moi aussi vous remercier pour cette invitation, notamment parce qu'elle m'a donné le plaisir d'entendre mon prédécesseur, Manuel Boucher, dont le livre est absolument excellent, La gauche et la race, dans la mesure où, et vous l'avez entendu certainement, il pose parfaitement le débat. Et ce que je vais dire ne sera qu'un prolongement de cette réflexion dont je pense qu'elle pointe exactement l'essentiel du problème et décrit le processus idéologique qui fait que les tenants de l'universalisme sont en train de perdre le combat. Et je pense que c'est cela qui aujourd'hui doit nous alarmer et qui explique une réunion comme celle-ci. Le titre de cet atelier, c'est l'universalisme à l'épreuve de la gauche racialiste. Oui, il y a une épreuve, nous sommes en train de la perdre, les lumières sont en train de s'éteindre. Je pourrais citer, en complément de ce qui a été dit, cette phrase issue d'un manifeste du PIR, du Parti des indigènes de la République, qui pose à peu près la vision que ces gens-là ont du monde et qui vous a été présentée juste avant. Les gauches du monde occidental persistent à nier l'existence des races sociales au nom de l'inexistence des races biologiques. De l'universalisme, du plus jamais ça n'est de la conscience du génocide des Juifs, ce déni ne fait que précipiter l'inéluctable rupture qui aura lieu entre les couches populaires non blanches et le reste de la société, car la race existe. Elle structure nos sociétés depuis le fait colonial et se poursuit aujourd'hui, comme le prouvent les discriminations raciales et leur ampleur sur le territoire français. Cette phrase, en effet, cette citation est extrêmement intéressante parce qu'elle nous montre l'instrumentalisation des concepts de la sociologie. L'idée que, certes, les races biologiques n'existeraient pas, mais qu'il existerait des races sociales. Donc, un fait qui pourrait être analysé et qui déterminerait l'ensemble de la lecture qu'on pourrait avoir des rapports sociaux. Donc, nier l'existence de ces races sociales au nom de l'universalisme permettrait l'extension des discriminations dont, nous dit-on, l'ampleur est bien connue sur le territoire français. La définition même des Lumières, de cette philosophie qui est à l'origine de toute notre construction politique aujourd'hui, c'est l'émancipation des individus par les savoirs universels. C'est la capacité de l'être humain, en usant de sa rationalité, de ne plus dépendre de l'obscurantisme et des déterminismes qui devraient l'enfermer. C'est l'exact contraire de ce que prône cette gauche racialiste. On le voit aujourd'hui, l'universalisme perd du terrain dans la mesure où l'activisme de ces militants est de plus en plus puissant, permanent, relayé dans différents organismes.
de plus en plus fréquemment, nous assistons à des mouvements comme des censures d'œuvres d'art, à des mouvements visant à faire taire tel ou tel qui n'aurait pas le bon goût de respecter la vision du monde de ces gens qui sont de véritables inquisiteurs. Bon, évidemment, derniers exemples en date, vous l'avez tous en tête, la tentative d'interdiction d'une pièce de théâtre à la Sorbonne, pièce d'Eschyle. On ignorait que les Grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ pratiquaient le blackface, et bien si. Voilà. Donc, ces militants ont tenté d'interdire cette pièce parce que les personnages qui étaient représentés, les Danaïdes, femmes venues de la région du Nil, nous dit la pièce, étaient représentés avec des masques typiques du théâtre grec, des masques sombres puisqu'elles viennent du Nil et qu'elles sont confrontées à des hommes grecs. Cette idée qu'il y aurait là une tentative de dévaloriser des personnes ayant une couleur de peau foncée, ce qui aurait justifié la volonté d'interdire la pièce, cette idée qu'il y aurait une appropriation culturelle quand on fait jouer des personnages de couleur par des acteurs blancs, tout cela est en train d'imprégner petit à petit le monde des arts, aboutissant d'ailleurs à des concept absolument effarant puisque cela se mêle avec la redéfinition des identités. Récemment, en Angleterre, un prix qui était réservé à des acteurs de couleur et à des auteurs, des metteurs en scène de couleur, a été décerné à un metteur en scène blanc, mais qui se considère comme noir. Donc, le concept peut se retourner parfois. De même, pour vous exprimer un petit peu la complexité de ces luttes et le fait que cela peut tourner à la farce, je vous citerai ce tweet daté du 9 mai 2018 d'un compte qui était à ce moment-là extrêmement actif sur ces questions-là, intitulé « Chercheuse en carton ». Le tweet en question dit ceci: « Je pense que certains white vegans savent très bien pourquoi ils sont militants végans et pas antiracistes, LGBT, antivalidistes et autres anti-oppression. Parce que l'oppression spéciste, ils peuvent se l'approprier à 100% sans jamais être repris par les concernés. » J'espère que vous étiez bien concentrés et que vous aviez compris le concept. Je vous l'explique. Parmi les militants végans, ceux qui sont blancs sont coupables d'appropriation culturelle vis-à-vis de la lutte des moutons, des vaches pour leur survie. Parce qu'ils sont blancs, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de s'approprier la lutte de ces moutons et de ces vaches, alors que les black végans, puisqu'il y avait ensuite le développement de cette réflexion, alors que les black végans, parce qu'ils sont alertés, parce qu'ils sont racisés, eux ont conscience qu'il ne faut pas s'approprier les luttes. En effet, ça devient extrêmement compliqué. On en rit aujourd'hui, mais il n'y a là strictement rien de drôle. Pourquoi ? Parce que ces modes de pensée sont en train de gagner du terrain, et en particulier dans le lieu qui devrait être celui du savoir, du recul, l'université. Aujourd'hui, on voit se développer dans beaucoup d'universités et de grandes écoles françaises, non seulement des études coloniales, qui rejoignent différentes problématiques sociologiques comme les études de genre, tout cela fonctionnant de la même manière, uniquement centrées sur cette vision du monde portée par les indigénistes. Aujourd'hui, certains colloques peuvent avoir lieu sans qu'il y ait jamais, parmi les invités, de défenseurs tout simplement d'une vision universaliste. Une école comme Sciences Po s'est déjà illustrée plusieurs fois par des mouvements
activistes pour interdire la parole de tel ou tel, pour mettre en place des journées du hijab, le hijab day, pour que les étudiantes, en mettant un voile, puissent expérimenter les discriminations dont seraient victimes les musulmanes aujourd'hui en France, sachant que les musulmanes sont considérées par ces activistes comme devant systématiquement porter le voile. Tout cela est en place et gagne du terrain à travers un vocabulaire qui est un vocabulaire de supposée sociologie, où l'on apprend par exemple l'existence du blanc triarcat, ce qui est le fait d'une prédominance, d'une domination des hommes blancs, le privilège blanc, c'est-à-dire le fait que tous les blancs dans la société seraient, même quand ils sont au bas de l'échelle, détenteurs d'un privilège implicite du fait qu'ils sont blancs. Et évidemment, on retrouve dans tout ce vocabulaire l'usage de termes comme le biais de confirmation, qui est un terme qui vient de la sociologie bourdieusienne et qui consiste à analyser le fait qu'un individu ne prendrait en compte que les éléments qui confirment ses propres préjugés, mais évidemment le biais de confirmation dans la pensée des indigénistes ne marche que dans un sens, c'est-à-dire que ce sont toujours les mâles blancs hétérosexuels qui usent de ce biais de confirmation. Or, ce vocabulaire est en train de passer dans la langue générale. Là, une partie d'entre vous n'a jamais pratiqué ce vocabulaire, ne le connaissait sans doute pas. Pour autant, dans les universités, dans les jeunes générations, il devient classique. Il est en train de s'étendre. Il s'étend parce qu'il existe un entrisme militant de la part des groupes dont vous a parlé Manuel Boucher. On peut observer comment, par exemple, les postes d'islamologie à l'université sont de plus en plus préemptés par des intellectuels qui sont proches des frères musulmans. Il y a là un mouvement volontaire qui permet de contrôler la production du discours critique sur l'islam. Mais ce genre de choses, la question de la cooptation, de la distribution des postes, ce n'est pas le seul moyen d'étendre cette vision du monde, puisqu'en fait, elle s'étend surtout chez les étudiants, chez les jeunes générations. On l'observe par exemple dans les écoles de journalisme. Les jeunes journalistes étant aujourd'hui totalement imprégnés de ce genre de vocabulaire. J'ai vécu pour ma part récemment une scène absolument effarante, puisque j'ai été interviewée par une jeune journaliste sur la question des ateliers en non-mixité, étais-je pour ou contre la non-mixité, et cette jeune fille, en retranscrivant mes paroles, voulait absolument me faire prononcer cette phrase « Les femmes, racisées ou non, peuvent très bien parler devant des hommes », c'est-à-dire qu'elle reprenait mes idées, mais en employant le vocabulaire qui est celui des gens dont je combats les idées. Et elle ne voyait pas le problème, puisque ce terme racisé est passé dans le langage courant. Il n'est plus un concept dénotant une idéologie particulière, il est devenu une vérité au nom d'une part des jeunes étudiants en journalisme. Alors, comment en arrive-t-on là? Comment en arrive-t-on au déploiement d'une idéologie sans que, à aucun moment, il ne semble que les défenseurs d'une vision universaliste ne puissent se défendre? Ce qu'a dit tout à l'heure Manuel Boucher était absolument fondamental dans la mesure où, tout au long de son intervention, on entendait cette question essentielle de la globalisation. La globalisation, ce n'est pas la mondialisation, c'est-à-dire ce n'est pas l'extension des échanges commerciaux. La globalisation, c'est l'imposition d'un modèle unique qui permet de déployer un marché unique. Or, c'est bien cela que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire une forme de globalisation culturelle qui, petit à petit, importe en Europe des concepts qui sont
profondément liée à l'histoire intellectuelle américaine. Parce que si l'on regarde la façon dont se construit la démocratie américaine, et si on se reporte par exemple aux différents pères de la Constitution, je pense à James Madison, on voit très bien cette vision, cette conception de l'organisation de l'espace politique autour de l'émergence de groupes sociaux, de communautés d'intérêt, l'idée étant que l'espace politique doit permettre à ces groupes sociaux et à ces communautés d'intérêt d'interagir pour faire émerger le bien commun. Pourquoi ? Parce qu'il y a à l'origine de la démocratie américaine l'idée qu'il faut se prémunir contre la tyrannie de la majorité. Et la meilleure façon, c'est de faire intervenir ce qui est appelé société civile et qui est en fait une constitution de différents lobbies qui, à l'origine, sont essentiellement des lobbies économiques ou religieux. Ce sont à la fois des syndicats, des représentants des intérêts des entreprises et des différents groupes religieux. Sauf que, à partir de l'émergence de la bataille pour les droits civiques, ce sont les différentes communautés raciales qui se mettent à agir dans l'espace public et qui utilisent cette construction politique pour faire valoir leurs droits. Et qui pourrait lutter contre cela, puisque tout cela se fait au nom du bien, au nom d'une lutte contre les discriminations. L'utilisation par les minorités raciales ou sexuelles de tous les moyens, et notamment les moyens juridiques, qui peuvent être mis en œuvre pour faire valoir des droits, c'est cela qui caractérise aujourd'hui l'organisation sociale et politique de la société américaine, avec à l'œuvre des intérêts qui sont aussi, et beaucoup, des intérêts financiers. C'est-à-dire que tout cela se joue à coups d'avocats et d'attaques au nom d'associations, dans un principe de conquête d'un marché. Et c'est ce qu'on voit très bien aujourd'hui en France, parmi ces militants de la gauche racialiste, et là aussi Manuel Bouchet l'a très bien montré, il s'agit d'un marché à conquérir. C'est en effet une petite bourgeoisie issue de l'immigration et qui veut sa part de la notoriété, qui a préempté un débat pour exister, mais aussi pour mettre en œuvre donc un travail de demande de réparation, donc quelque chose qui est fondé sur, tout simplement sur l'argent. Alors, la question, je le disais, est de savoir comment tout cela a été petit à petit importé en France. Il est vrai que cette vision-là ne correspond absolument pas à notre conception de l'espace public, puisque le principe républicain, c'est celui de la laïcité, c'est-à-dire de la constitution d'un espace public neutre, dans lequel des citoyens agissent pour déterminer ensemble le bien commun. Il n'y est pas question de groupe d'intérêt. Au contraire, cet espace public neutre doit être préservé de tous les intérêts particuliers. C'est cela, la laïcité telle qu'elle s'est petit à petit construite à travers l'organisation de la République. Mais ce concept-là n'est même plus compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette définition de la laïcité à la française, vous n'avez pas un jeune de 20 ans qui soit capable de vous l'énoncer. Parce que ce sont tous les concepts qui ont peu à peu été affadis. C'est pourquoi je pense que le combat se situe essentiellement à l'échelle du langage et du savoir. C'est là qu'il faut répondre, et c'est pourquoi le combat à l'université est à ce point essentiel. Parce que c'est justement par là que petit à petit s'est abîmée cette vision héritée des Lumières, à savoir l'émancipation
par la rationalité. Je vous renvoie à un livre d'un auteur américain, Alan Bloom, qui a été un des premiers à analyser sur les campus américains comment, petit à petit, se formaient ces processus communautaristes. Et ce qui l'a frappé, c'était le fait que ces étudiants ne parlaient que d'ouverture et de tolérance. Le fondement d'un discours, pour eux, devait être avant tout le respect de l'ouverture et absolument pas la recherche de la vérité. Ce qui, dans les universités, est plutôt gênant. Et ce qui aboutit, par exemple, à l'émergence dans les campus américains de ce qu'on appelle les safe spaces, c'est-à-dire ces espaces protégés dans lesquels un étudiant ne sera pas confronté à des discours qui pourraient le choquer ou l'émouvoir. Zineb El Razoui, par exemple, en a fait l'expérience en mars 2015, puisqu'elle a été attaquée parce qu'une jeune étudiante musulmane voilée était venue la voir en lui disant qu'elle se sentait agressée par Charlie Hebdo. Zineb El Razoui lui avait répondu « Être Charlie, ça veut dire mourir pour ses idées ». Eh bien, cette jeune étudiante s'était sentie choquée au point de fondre en larmes. Et une polémique en a suivi sur l'agression horrible dont s'était rendue coupable Zineb El Razoui 2 mois après l'attentat de Charlie Hebdo. Elle avait traumatisé cette jeune fille. Voilà. Donc, ce renversement des concepts, cette incapacité à tout simplement rechercher une vérité fondée sur la rationalité, c'est cela qui nous interdit d'avoir les anticorps pour empêcher que petit à petit ne se délite cet universalisme qui est la seule garantie de pouvoir forger une société à peu près vivable. Cet universalisme, il est celui que l'on trouve chez le poète Terence, repris par Montaigne, « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Ce qui signifie que, quelles que soient nos origines, quels que soient nos déterminismes, nous pouvons nous identifier à un être humain qui est différent de nous. Tout à l'heure, Manuel Boucher évoquait cette question de l'abstraction de l'universalisme. C'est là-dessus aussi qu'il faut travailler, dans la mesure où nous devons justement penser un universalisme qui articule cette humanité commune qui est la nôtre avec la pensée de la diversité, ce qui signifie que nous ne devons pas avoir peur, et notamment la gauche universaliste ne doit pas avoir peur de penser la question de l'identité, mais à sa manière, pour empêcher qu'elle ne soit préemptée par des identitaristes. Elle ne doit pas s'interdire de penser la question de